Ils ont versé de la gasoline tout autour de la voiture et ils voulaient nous brûler vifs. Ça va bien? Ils avaient menacé de tuer mon fils si nous n'arrivions pas à donner l'argent dans les 24 heures. C'est la police. Les coups de feu sont régulièrement tirés. De toute façon, on voit également au nombre de cadavres. Ouvrez, police! Bah ici, même quand on parle d'état des droits, c'est pas vrai ça. On ne respecte pas la loi et le droit des accusés. Mais c'est n'importe quoi. On part travailler, vous nous emprisonnez. Port-au-Prince, la capitale haïtienne au bord de la mer des Caraïbes. 3,5 millions d'habitants, 20% de riches, 80% de pauvres avec moins de 2 $ par jour. Ceux-là vivent dans les taudis à flanc de colline ou dans la cuvette du bas de la ville. Mais ce jour-là, en plein centre de Port-au-Prince, riches et laissés pour compte sont côte à côte. Personne n'a été épargné par le tremblement de terre du 12 janvier 2010. 37 secondes de chaos que les Haïtiens commémorent chaque année, place du Champ de Mars. À la tribune, le président Martelly et les représentants de toutes les religions parlent de solidarité. Mais une seule voix va porter, celle de Mambo Evoni, la grande prêtresse vaudou. Pour elle, Port-au-Prince reste la ville de toutes les violences. Nous avons évoqué ces leçons chaque jour, évoqué les solutions à apporter, mais nous nous sommes refusés à les réaliser. Les trahisons sont toujours là, les violences sont toujours là, les divisions dans les familles sont toujours là. Les riches des enfants de Pétion et les pauvres des enfants de Dessalines ne vivent pas ensemble. À tous, je vous remercie de votre attention. Merci aussi à toi, Seigneur. Mambo Evoni est la plus applaudie. En coulisses, dans les jardins de la présidence, tous les dignitaires viennent la féliciter. Quelqu'un a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Loin des convenances des cérémonies officielles. Elle le répétera sans cesse. On s'entre-déchire et on se bat pour le pouvoir, on se bat pour Dieu, on se bat pour tout. Et aujourd'hui, Haïti a besoin de tous ses enfants pour sa survie. Tout est empreint de violence. En Haïti, la violence est un peu partout. Violence physique, violence mentale, violence sociale, surtout sociale. Et nous devons nous battre contre cette violence continue. Se battre en mémoire des 220 000 hommes et femmes morts lors du séisme. Se battre pour les milliers d'autres tués depuis dans les violences de Port-au-Prince. Sur chaque versant des montagnes, les petites baraques des quartiers de Canapé Vert ou de Bourdon bordent la route vers le Chaudron. Car à Port-au-Prince, c'est dans le bas de la ville que la criminalité est la plus forte. 700 meurtres en 2013. Tout près de la mer s'étend le plus grand bidonville. Cité Soleil. Le nom fait rêver, mais les 700 000 personnes qui s'y entassent vivent une autre réalité. La guerre des gangs. Aujourd'hui, des tirs viennent de retentir à quelques mètres du commissariat de Cité Soleil. Le commandant Pierre-Louis était aux premières loges, comme chaque jour. Pour aujourd'hui, vers les 2h30, il y a eu encore des tirs sur l'axe boulevard des Américains. C'est toujours entre les bandits de Boston, Brooklyn et Bellecour. Des batailles de rue pour le contrôle de la et des kidnappings. Les mères de famille et les enfants y assistent, impuissants.
La survie s'organise sous la loi du silence. Mais cette année, l'objectif est de déstabiliser ces gangs. Le commissaire met carte sur table. Ici, les bandits de Brooklyn et de Belleville se sont fusionnés pour affronter les bandits de Boston. L'autre côté de la rue, ici c'est le boulevard des Américains, c'est le terrain des affrontements. Les bandits de Boston sont en face. Ce qu'on compte faire là, c'est de mener des opérations 3 fois par semaine dans ces zones précitées afin de pouvoir appréhender mes bandits et faire aussi des saisies. Parce qu'il y a trop d'affrontements ces derniers jours. Trop d'affrontements ces derniers jours. Pour pénétrer dans Cité Soleil, le commandant Pierre-Louis va mobiliser tous ses effectifs du commissariat, mais aussi la force des Nations Unies et les gros bras des unités de maintien de l'ordre de la police nationale. Tous les gens qu'on cherche se trouvent dans cette zone. Nous allons faire 6 points d'ancrage pour quadriller Belleville. Nous allons encercler à partir de ces 6 points et un groupe spécial ensuite va entrer. Les troupes restent dehors pour éviter qu'ils s'échappent. Le marché, c'est là qu'on a entendu les coups de feu. Les 2 unités se retrouvent alors pour les prendre en tenaille. Si on monte, on va rencontrer les gangs. En montant, vous allez rencontrer le gang de Boston et la base de Brooklyn, Belleville. Il y a les numéros 1 des gangs de Brooklyn et de Belleville. L'intervention aura lieu le lendemain matin, à l'aube. Cité Soleil, une ville dans la ville. On y rentre et on y sort par ce grand axe, le boulevard des Américains. C'est ici que se dresse l'un des hôpitaux les plus importants de Port-au-Prince. Derrière cette lourde porte de métal, voici l'hôpital Drouillard, géré par l'ONG Médecins sans frontières. On y accède en tap-tap, faisant office d'ambulance. À croire que c'est un havre de paix. Et pourtant, la violence est présente au quotidien. Il suffit de pousser la porte des soins intensifs pour s'en rendre compte. Bonjour mesdames. Bonjour, messieurs, dames. Le docteur Pierre Wagner y travaille depuis 9 ans. Ses patients ont souvent le même profil. Généralement, les cas qui rentrent ici, ce sont des cas qui sont venus du bloc opératoire suite à une intervention chirurgicale. Ces patients souffrent des traumatologies de type d'agression physique, des blessures par balle. Tous sont jeunes, comme cet homme arrivé il y a 3 jours. Le pronostic vital est engagé. Le traumatisme hépatique est très important. Donc, là, une cytolyse, on a fait 500-600, mais il n'avait pas sorti d'ovaire. Ok. Lui non plus ne sait pas s'il pourra s'en sortir. Il s'accroche à la vie depuis 6 mois à Drouillard. Il a reçu plusieurs balles et il a eu multiples lésions au niveau de l'abdomen. Hier, il a subi une intervention chirurgicale majeure encore. C'est sa 7e intervention. À présent, aujourd'hui, l'évolution est satisfaisante. Si cela se confirme, il sera un miraculé, un de plus. Ça va ? Au même moment, au bloc opératoire, l'équipe chirurgicale prend en charge une femme gravement brûlée. Avec les blessures par balle, le traitement des brûlures est l'activité principale pour les chirurgiens de MSF. Cette femme va subir une greffe de peau. Drouillard est le seul hôpital à pouvoir réaliser de telles interventions sur Haïti. Bien sûr, la situation précaire amène beaucoup de brûlés qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ces situations de logement aussi précaires, des gens qui vivent rassemblés dans des camps avec des tentes les unes près des autres, voilà, depuis 4 ans. Voilà. J'ai vu personnellement le cas d'une fillette de 6 ans qui est arrivée à 94% et qui est décédée bien sûr dans les heures qui ont suivi. Et sa maman nous expliquait que
Elle habitait dans une tente, comme ça, avec sa fille, qui était la seule survivante avec elle du tremblement de terre. Ils avaient perdu d'autres enfants dans le tremblement de terre, et là, c'était son dernier enfant. Cette fois, le cas n'est pas aussi désespéré. L'opération n'a duré que 20 minutes. Retour aux urgences avec le docteur Wagner. Pour l'heure, nul besoin de faire appel au bloc. Il faut juste extraire une balle dans la jambe. La routine. Quand on est médecin, extraire une balle, ça doit être facile. Comme c'est une habitude ici, normalement chaque jour, ou bien par semaine, on extrait plusieurs balles. Ben, c'est normal. Ouais. La balle d'un petit calibre n'a pas fait trop de dommages à ce jeune homme. Voilà. Il en est quitte pour une grosse frayeur. Pour pouvoir... Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, je sortais de l'église vers 19h. J'allais reprendre ma moto. Et puis une moto s'est approchée avec deux hommes. L'un des deux est descendu et il m'a dit « Donne-moi ta moto ». J'ai dit non. Je me suis défendu et il a tiré. Des histoires comme celle-là, le docteur Wagner en entend tous les jours. Tous les jours, c'est aussi sur les ondes. La violence ordinaire est le fonds de commerce des chansons d'Isolant, l'artiste le plus populaire à Port-au-Prince. Arrestation, guerre des gangs, une source d'inspiration inépuisable. Des paroles radicales où l'apologie de la violence n'est jamais loin. C'est l'orientation prise par Isolant en solo. Une carrière lancée 12 ans plus tôt, ici, rue Chavannes, avec le groupe BC, alias Barricade Crew. Ce sont les membres de BC qui nous ouvrent les portes du studio d'enregistrement. Brital et Brix préparent la nouvelle tournée du groupe. Ils se démarquent des paroles crues de leur ami Isolant dans sa carrière solo. Eux préfèrent dépeindre la misère sociale. Lui croit au changement avec des chansons martelées, comme des appels au sursaut. Les jeunes voient la mort chaque jour. Ce qu'ils voient chaque jour, c'est quoi? On peut vous agresser pour, disons, 1000 gourdes, soit 20 €. Ça vous mine. Faut pas être négatif. Il faut chercher à être positif, trouver une autre lumière. C'est ça qu'on veut leur montrer aux jeunes. Leur montrer une autre idée de la vie, leur dire de s'intégrer. Les jeunes, au lieu d'utiliser les armes ou vendre de la drogue, prenez le micro plutôt. Les répétitions vont durer jusque tard dans la nuit. La nouvelle chanson de BC résonnera bientôt dans les rues de Port-au-Prince. Il est 2 h du matin, il n'y a plus grand monde dans les rues. Comme prévu, l'opération de police dans Cité Soleil va avoir lieu à l'aube. Nous avons l'ordre de rejoindre un poste sécurisé. C'est sous escorte de police que nous roulons vers le plus grand bidonville. Le point de départ de l'intervention est à Seabase, une base commune à la police haïtienne et au casque bleu de l'ONU. 130 hommes vont y participer. Faire une opération de ratissage dans 2 zones de Cité Soleil, à savoir Bellevue et Brooklyn. Le briefing se fait en français, mais aussi en anglais et en portugais, la majorité des casques bleus étant brésiliens. Des checkpoints devront boucler les accès de Cité Soleil, pendant que d'autres unités ratisseront ces 2 quartiers.
avec prudence. Hier, dans le secteur, il y a eu affrontement entre les gangs. Nous demandons à chacun et à tous d'être vigilants et de considérer que nous sommes dans une zone rouge. C'est le commandant Pierre-Louis qui dirige les opérations. Ce matin même, on voudrait appréhender les chefs de gang. On a pas mal de noms. On part à la recherche. Les objectifs sont clairs. Pourtant, tout ne se déroule pas comme prévu. Il manque les gros bras de la police haïtienne. L'heure de la rencontre, c'est 4h du matin. 4h, oui. La différence entre 4h du matin et 5h20. Maintenant, les Simons, on ne les voit pas du tout. Alors que ce sont des qui sont sur le point. Et ça nous met dans une position difficile. Démarrer l'opération à l'aube, c'était pas risqué. C'est risqué à l'aube. C'est risqué quand même. Le jour se lève lorsque toutes les unités sont enfin au complet. Il est 6 h, l'opération est lancée. Mais à Cité Soleil, on est debout depuis longtemps. Apparemment, la police est attendue. Allez, on traverse. Des barrages, des pneus en flammes et des bris de verre jonchent le grand boulevard. Yeah. Enlevez les pierres. Je vous ai dit de les enlever. Il faut attendre 20 minutes avant que le premier checkpoint soit en place. Tous doivent montrer patte blanche pour entrer ou sortir de Cité Soleil. Le sac, mademoiselle. Faites voir. Ok. Bon, bien sûr. Bon, toi, là, ta pièce d'identité. Non, j'en ai pas. Elle est chez moi. À Delma. À Delma? Delma. Pourquoi tu es ici? Dis-moi ce que tu fais là. Dis-moi ce que tu fais là. Ouais, j'ai juste dormi à Delma. Ouais, allez hop, mets-toi sur le côté. Et il faut éviter à ce que les bandits s'échappent. On est en train de dépalper les hommes pour voir s'ils portent pas des armes à feu. C'est par groupe de 20 que les casques bleus et les policiers pénètrent dans les allées de tôles ondulées. Les informateurs du commissaire ont déjà indiqué les maisons des membres présumés de gangs. Ceux-là n'ont pas eu le temps de fuir. Mais les plus malins sont déjà loin. Écoute, les bandits traversent le ruisseau. Et il y aurait 2 chefs avec tous leurs hommes. Dans l'autre quartier à Beleco, les perquisitions continuent avec la même précaution. Le doigt sur la gâchette. Ouvrez! Police! Ici, une femme est enfermée. Des hommes armés pourraient la séquestrer. Fausse alerte. Tout est retourné, mais pas d'armes, pas de drogue. La dame avait juste perdu la clé. Une démonstration de force démesurée ce matin, mais c'est la stratégie du nombre comme dissuasion. C'est dangereux en fait de se promener dans cette zone parce qu'il y a quand même pas mal d'armes à feu de plusieurs calibres. Donc c'est pour ça que quand on y vient en force et les petits de feu sont régulièrement tirés. De toute façon, on voit également au nombre de cadavres qui sont trouvés dans les rues ou aux alentours. Les fouilles et interrogatoires se déroulent sans résistance. Tu fais quoi pour vivre? Mais je vis du fer. Je vends du fer récupéré dans la rue. Et vous faites? Mais rentrez chez moi, j'ai rien à me reprocher. Durant ces ratissages, les policiers font face à l'omerta, alimentée par la peur. Non mais commandant, je peux rien vous dire sur les gangs. Moi j'habite là. Je peux pas vivre ailleurs. Les soldats n'en sauront pas plus. Durant ces 4 heures d'opération, aucune saisie de drogue, ni d'armes à feu. Visiblement, les gangs ont eu le temps de cacher les pièces à conviction. Sauf quand c'est un peu plus imposant.
Une moto sans plaque, probablement volée, est découverte chez cet homme. C'est sur ce genre d'engin que des braquages sont commis. Il va rejoindre la trentaine de suspects interpellés. Ok. On va au commissariat avec un seul monsieur là, suspect de gang, bandit armé, association des malfaiteurs, il y a tout ça. Je vais vérifier dans la liste. La tenaille imaginée par le commandant Pierre-Louis pourrait avoir porté ses fruits. Tous sont conduits au commissariat de Cité-Soleil. Avant midi, ils sont déjà 22 interpellés. Parmi eux, beaucoup de petites mains dans cette guerre des gangs. T'habites où? À Soleil 19. Et toi, t'as quel âge? 23. Tous ont moins de 25 ans. C'est en moyenne l'espérance de vie d'un gangster de Port-au-Prince. Un nouveau groupe vient d'être conduit. Ils sont suspectés d'appartenir au gang de Belleco. C'est la meilleure nouvelle de la journée pour le commandant Pierre-Louis. Un chef est parmi eux. C'est le deuxième chef gang. Tiga, que vous voyez là, c'est le deuxième chef du gang. Belleco. Quel âge as-tu? 16 ans. 16 ans? C'est le deuxième chef. C'est lui qui est juste derrière Escar. Ouais, c'est moi, Tiga. Ouais, c'est un criminel. Il est très cruel. Très cruel. Bandit, deuxième chef. Belleco. Ouais. Tiga a déjà fait de la prison pour des kidnappings, mais cette fois, il est soupçonné de meurtre ou de les avoir commandités à ses hommes. Des bandits notoires, parmi les 35 appréhendés qui sont ici là. On a déjà identifié 16 parmi eux. On va faire appel à nos informateurs là, juste pour pouvoir identifier les autres qui sont ici présents. Tous les suspects vont être placés en garde à vue pour 48 heures. Même si parmi eux, il peut y avoir des arrestations arbitraires. Mais c'est n'importe quoi. Moi, je travaille pour l'État, dans les travaux publics. On part travailler, vous nous emprisonnez. Mais pour beaucoup, comme Tiga, cette garde à vue est la première étape avant la casse-prison. Le pénitencier national, 4136 détenus. Comme chaque matin, les familles apportent le déjeuner pour leurs proches incarcérés. Voici de rares images de l'intérieur que nous avons réussi à nous procurer. Ici, la violence est d'État. Chaque détenu accusé de crime passe au moins 3 ans derrière les barreaux avant d'être jugé. C'est le cas pour les hommes. C'est aussi le cas de la prison pour femmes. Résultat, 400% de surpopulation carcérale. Il faut se relayer pour s'allonger. En moyenne, l'espace vital d'un détenu est de 60 cm². Seule sortie autorisée pour les détenus, cet ancien grand hôtel des années 70. Il fait office de palais de justice. L'ancien tribunal a été détruit par le séisme. Chaque jour, les prévenus arrivent sous les coups de midi pour être entendus dans les cabinets d'instruction. Le juge Villeneuve-Morin occupe ce petit bureau éclairé au néon. Il est le spécialiste des affaires d'enlèvement. Au programme du jour, un kidnapping avec probabilité d'assassinat. Voici les noms des convoqués chez le juge Morin. Un cas classique à Port-au-Prince aujourd'hui. Nous avons 4 détenus à entendre dans le cadre d'un dossier d'enlèvement. Ce sont des photos de la voiture au bord de laquelle ils ont été réclamés la rançon. Il paraît qu'ils se sont heurtés contre un mur et la voiture a été écrabouillée. L'accusé a été arrêté vite après les faits en septembre 2012.
Il est assisté d'un avocat commis d'office. C'est son premier interrogatoire, après déjà 1 an et demi de détention provisoire. À quelle heure êtes-vous rentré chez vous le jour du kidnapping? Je ne sais pas, magistrat. Êtes-vous rentré avant ou après le kidnapping? Je ne sais pas. À quelle heure êtes-vous rentré? Impossible de répondre à vos questions. Où se trouve actuellement la femme qui a été enlevée? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais rien de tout ça. Vous savez, ne se rappeler de rien ne va pas jouer en votre faveur. Quelque chose à ajouter? Refus de coopérer ou mauvaise compréhension des questions. À Port-au-Prince, les prévenus sont souvent analphabètes, comme cet homme, avec son empreinte digitale, comme toute signature. L'audition n'a duré que 20 minutes, mais le juge a déjà sa petite idée sur l'affaire. Évalué à près de 40 000 $ américains. Mais ils n'ont jamais rendu la personne qui a été kidnappée. Qui est la dame? Une jeune femme? Une jeune femme. L'un d'entre eux était son petit ami. À Port-au-Prince, les femmes sont souvent les plus touchées. 20% des crimes commis sont des... Loin du chaos, un centre accueille certaines de ces femmes meurtries. Le lieu reste secret par crainte de représailles. Mambo Lamercie le dirige. C'est une chef spirituelle de la religion vaudou. Mais elle veille sur ces femmes, toutes croyances confondues. Bonjour. Bonjour. Et Jodia. Aujourd'hui, nous allons commencer à travailler avec la broderie. Il faut faire cela avec sérieux et avec discipline. Et les enfants, vous ferez des colliers, des bracelets. Quand les femmes sont en difficulté, elles sont accompagnées de leurs enfants. On ne peut pas laisser ces enfants-là inactifs au niveau du centre. Aujourd'hui, 17 femmes, dont vous ne verrez pas leur visage, par respect pour leur douleur, vivent sous le toit d'Ofava. Le mois précédent, elles étaient plus de 40. Nous voulons faire comprendre à ces femmes victimes de viol qu'elles ne sont pas exclues de la société. C'est les accompagner pour les réintégrer dans la vie sociale. C'est donc leur apprendre un métier utile pour demain. Si elles sont victimes de viol, ça ne veut pas dire que la vie est finie. Au centre, tout le monde met la main à la pâte. En cuisine, on s'affaire déjà. Au menu, du riz au lait de coco et quelques haricots. Cela fait 20 ans que Mambo Lamercie travaille dans le social. Jamais elle n'aurait imaginé que les allaient autant augmenter depuis le séisme. Conséquence de la promiscuité dans les camps ou dans les bidonvilles. Elle a ouvert le centre dans l'urgence il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est là pour durer. On a une capacité d'accueillir à peu près 22 femmes. On a pu héberger près de 52, 40, 42, 44. Ça varie à tout moment. Le centre compte aujourd'hui 14 chambres, mais elle en est sûre, il va devoir s'agrandir en renforçant la sécurité. Nous, on est obligés de placer ce centre d'hébergement un petit peu éloigné de la capitale. Si les agresseurs sortent spécialement dans la même communauté que les victimes, il faut que nous, au FAVA, lorsqu'on héberge ces victimes, qu'elles se sentent en sécurité. C'est la raison pour laquelle, vous voyez là, c'est un guérite qui construit spécialement pour nous, jusqu'au coude. Juste dans le coude, nous. Mambo Lamercie sait qu'il faut les prendre en main, les accompagner pour les moindres détails du quotidien. Ces femmes et leurs enfants restent 3 mois en moyenne pour se reconstruire. OK, on s'assoit. Pour apprendre à vivre ensemble, à manger ensemble, c'est parce que là, ici, au niveau
Dans ce centre d'hébergement, on est une famille. Chacun prie leur Dieu selon sa foi. À Ofava, cela ressemble parfois à la méthode Coué. Avec cette chanson qui est l'hymne du centre écrit chaque jour au tableau. Quand les enfants chantent pour y croire, dans la pièce d'à côté, les femmes parlent pour se libérer. Mergela est arrivée cette semaine. C'est son premier entretien avec la psychologue. Avec moi, sois à l'aise, ne te gêne pas, ok? Parle simplement avec franchise, ok? Je vois que tu as une cicatrice. Pourquoi? D'où ça vient? Ils m'ont blessée avec des tessons de bouteille. Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses? Parce que j'ai été aussi frappée dans le dos. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont... 4 hommes chez moi. Je ne voulais pas. Ils m'ont blessée. Ils m'ont frappée pour que je me soumette et que je fasse tout ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, est-ce que ça va? Est-ce que tu as des troubles du comportement? Des troubles de comportement? Oui. Je ne suis plus comme avant. J'ai souvent des maux de tête. Je repense souvent aux vies. Jamais ça n'aurait dû arriver. À l'issue de cette première rencontre, la psychologue perçoit un sentiment de culpabilité, comme souvent. C'est une femme qui est vraiment traumatisée parce que maintenant, elle souffre de l'insomnie. Il y a son cœur qui bat beaucoup plus que d'habitude. Après le séisme, il y a une augmentation des cas de violence sexuelle, conjugale, physique. Ce jour-là, Guerline va mener 4 entretiens avec des femmes d'à peine 20 ans. Et toujours les mêmes mots d'apaisement. On est là pour t'entendre. Dis tout ce qui te passe par la tête. Si tu veux crier, si tu veux pleurer, laisse les larmes venir. C'est ça qui va t'aider. Tu vas te sentir mieux. Hein? Laisse aller. Quelques larmes d'impuissance. À Ofava, on fait ce qu'on peut en ce moment. Au siège de la police aussi, on aimerait encore faire davantage. Il est 9 h en ce mardi matin. C'est l'heure du bilan hebdomadaire. Pour annoncer la couleur, le porte-parole a fait aligner les dernières saisies. En ce qui concerne les arrestations, la liste est longue. Il y a 32 personnes arrêtées sous le chef d'inculpation de sur mineurs, stupéfiants, raquettes, trafic, détention d'armes à feu, kidnapping et homicide. Enlèvement et puis assassinat, homicide. Côté que la police a recherché. Par ailleurs, une personne était recherchée activement. Elle était impliquée dans des enlèvements. Il s'agit de cet homme impliqué dans 6 kidnappings et assassinats. Pour 2014, on a dit à la population. Pour 2014, la DCPJ va doubler ses efforts pour empêcher les enlèvements et combattre la criminalité sous toutes ses formes. Combattre la criminalité sous toutes formes. Les kidnappings, décidément un fléau bien installé. En moyenne, 6 personnes sont enlevées par mois pour des rançons qui se comptent en centaines de milliers de dollars. C'est comme une entreprise de kidnapping ici. Mais pour le moment, je crois qu'on a justement le contrôle de ça. Et on va quand même travailler davantage pour pouvoir faire face justement à ce phénomène et éclater ces cellules de gang et procéder à l'arrestation des kidnappeurs. Parmi les cibles privilégiées, les membres des grandes familles. Comme celle de Robert Moscoso, l'un des banquiers les plus importants d'Haïti. Ses 2 enfants ont été enlevés. Il y a quelques mois, ces images ont ému tout Port-au-Prince. Leur libération vécue comme en direct.
Les brigades d'intervention investissent en pleine nuit cette maison en construction. C'est là que Coralie, 23 ans, et son frère Nicolas, 22, sont détenus depuis 8 jours. Les ravisseurs réclament $1 million de rançon. Je sais qu'à un moment donné, par exemple, ils avaient menacé de tuer mon fils. Et si nous n'arrivions pas à donner l'argent dans les 24 heures, le lendemain, ils nous ont appelé pour dire que bon, c'était de notre faute qu'il était mort parce qu'on n'avait pas payé. Ça a été 48 heures terribles. De traverser, d'aller à toutes les morgues, de voir s'il y avait un cadavre qu'on aurait reconnu. Ça a été les 48 heures les plus difficiles. Difficile aussi pour Coralie et Nicolas, menottés, terrorisés, au point de redouter d'enlever leur bandeau. C'est la police. C'est la police. Vous êtes libérés. Leurs ravisseurs sont arrêtés sans un coup de feu. Le cerveau de l'enlèvement, le voici, Clifford Brandt, le fils de l'une des familles les plus riches de Port-au-Prince. Beau, jeune, bien éduqué, et pourtant il était à la tête d'un gang spécialisé dans les enlèvements. Toute la population a été surprise de découvrir de qui il s'agissait. Personne ne penserait que quelqu'un comme ça serait impliqué dans de telles activités. Coralie et Nicolas, encore traumatisés, n'ont pas souhaité témoigner. L'enlèvement des Moscoso est la plus grosse affaire de ces derniers mois. Il a fait l'effet d'un électrochoc. Personne, même parmi les privilégiés de Port-au-Prince, ne se sent à l'abri. La sécurité, un business florissant en Haïti. Mario Vio possède l'une des plus grandes compagnies de sécurité privée de Port-au-Prince. 2000 agents sont sous ses ordres. De ce côté, ils prennent les informations, ils reçoivent aussi les appels et ils font un dispatching de personnes. S'il y a un problème en quelque part, c'est à partir d'ici qu'ils appellent aussi pour envoyer. Normalement, ce qu'on fait, on appelle la police qui nous accompagne aussi sur ces dossiers parce que les compagnies de sécurité n'ont pas le droit d'intervenir seules. Ce que nous ne devons pas faire, mais maintenant nous le faisons un peu quand même, c'est une équipe d'intervention pour aller voir vraiment ce qui se passe. Il a 300 contrats à honorer. La moitié sont des particuliers, l'autre moitié des institutions comme l'ONU, des ONG ou des banques. Ce jour-là, sur les écrans, il y avait beaucoup de rouge, signalant différentes attaques. Nous avons une intrusion, une agression. Avant d'appeler le client, on envoie la brigade. Quand la brigade est en chemin, alors nous appelons le client. Il y a 20 ans, Mario Vio a été le premier à sentir que la sécurité allait être un marché, quitte à changer de métier. Sa société s'appelle PAP, mais rien à voir avec l'abréviation de Port-au-Prince. J'étais un homme de radio dans le temps et en 1993, on cherchait une agence de sécurité pour sécuriser la radio. Il n'y en avait pas ou il y avait pas de contrat possible. Nous avons décidé de monter notre propre agence. C'est comme ça qu'on a commencé avec un agent sécurisé qui devait sécuriser la radio. L'avocat qui devait monter une société me dit « Mario, comment tu veux que je l'appelle ?» Je lui dis « Je ne sais pas, mais fais vite. » PAP, en français, ça veut dire « vite, vite ». Aujourd'hui, dans le quartier chic de Pétionville, sur les hauteurs de Port-au-Prince, des zones sont entièrement privatisées et gardées par des hommes en armes. 24 heures sur 24. Bienvenue au village du Vallon des Orchidées. Un joli nom comme pour des vacances au soleil des Caraïbes. Mais les orchidées sont masquées par les murs des maisons d'au moins 3 mètres de haut. Derrière les barrières, des molosses et toujours des gardiens avec leurs fusils à pompe. C'est dans l'une d'entre elles que vit Anne-Marie Issa, une femme d'affaires reconnue en Haïti. Faubert, nous allons nous déplacer pour aller à une réunion avec Viva Rio à Pétionville. Après, nous irons à Bourdon, dans mon bureau. Moi, je prends la noire et vous me suivez avec la blanche.
C'est vous qui conduisez? Oh oui, j'adore. J'adore. Le même rituel chaque matin. Faubert sécurise les environs, puis monte aux côtés d'Anne-Marie Issa. Une autre voiture suit la patronne de près. C'est la sécurité pour 2 400 $ par mois. Anne-Marie optimise le temps. Elle n'est pas arrivée au travail qu'elle est déjà en rendez-vous au volant de son deuxième bureau. Allô, oui, j'écoute. On a une sécurité à la barrière 24 heures sur 24. 30 ans qu'elle court dans le monde des affaires. Aujourd'hui, elle dirige une société de relations publiques. Oui, c'est elle. Mais cette vie menée tambour battant a bien failli s'arrêter du jour au lendemain, un dimanche. Anne-Marie revenait du supermarché en voiture avec une amie. Elle s'est retrouvée encerclée par un groupe d'hommes. Tu cherches des sponsors pour l'église ou quoi? Oui. Ils nous ont menacés, ils nous ont demandé de nous arrêter, ils ont entouré la voiture, ils ont versé de la gasoline tout autour de la voiture et ils voulaient nous brûler vifs. Amissa, tu m'entends bien? Par chance, le chef de la bande l'a reconnu. Quelques mois auparavant, Anne-Marie avait par hasard rendu service à ce malfrat en conduisant sa fille, gravement malade, aux urgences. Il nous a accompagnés jusqu'à chez moi. Moi, je pensais qu'il avait demandé une rançon. Il me dit non, et vous ne vous rappelez pas de moi, mais moi, j'avais mon fils et bébé malade. Et c'est vous qui l'aviez accompagné avec moi chez votre belle-sœur qui est pédiatre. Et vous l'avez sauvé la vie, donc je vous ai reconnu. Et arrivé à la maison, il me dit, Madame Issa, et il faut faire très attention ces jours-ci, il vaut mieux ne pas sortir. C'est un traumatisme qui perdure? Et on n'oublie pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, vraiment. Non, non. À observer le regard du garde du corps qui balaye la route et les trottoirs, la vigilance est permanente, n'importe où, à n'importe quel moment de la journée. Quand faut-il prendre le plus de précautions? Le plus souvent, on enregistre des cas de kidnapping, surtout quand la personne monte dans sa voiture ou bien quand elle descend de la voiture. Alors toutes les précautions sont prises, même dans ce quartier chic, à 9h30 du matin. Ah, ils sont là. Les déjeuners d'affaires se déroulent toujours sous bonne garde. D'après le décompte réalisé par l'ONU, les crimes violents ont baissé d'un tiers ces 12 derniers mois pour atteindre 700 homicides sur l'année 2013. Un nombre encore trop élevé. Le Premier ministre Laurent Lamotte ne s'en cache pas. C'est son premier chantier. Dans le bureau feutré de sa résidence, ses collaborateurs l'informent mois après mois des chiffres. Le recrutement massif de policiers est sa priorité. Aujourd'hui, les gangs, il y a certains gangs qui existent. Il y a eu quand même une stratégie solide qui a pu réduire la prévalence de ces gangs dans notre société. Le gouvernement continue à mettre la pression aussi sur les gangs. On a encore beaucoup de travail devant nous. On a énormément de travail à faire pour continuer à arriver à atteindre l'objectif du plan de développement de la police nationale de 2012-2016, qui est d'atteindre 15 000 policiers. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000. Il nous faut mettre les bouchées doubles pour ajouter 4 000 policiers dans les 2 prochaines années. Retour au pénitencier national. Dans l'antichambre de la cour de la prison, 2 hommes attendent l'appel. Fritz Nerjean. Harold Désir. Ils sont accusés de meurtre et vont être jugés cet après-midi, après 2 ans de détention préventive. Nous allons suivre leur procès. Les bouchées doubles n'ont pas été mises sur la justice. Les crimes de sang ne sont jugés que durant 2 mois par an. Aujourd'hui marque l'ouverture de la saison des assises. Le juge Merlan Bellabre va découvrir le dossier, comme à chaque fois. Normalement, le parquet devait acheminer le dossier 24 heures avant l'audience au tribunal, selon la loi. Mais, jusqu'à présent, je n'ai pas encore les dossiers. Une petite entorse au code. Les 2 accusés peuvent être inquiets.
Leurs avocats n'ont guère eu le temps non plus de préparer leur défense. On nous a appelé pour nous dire que nous sommes des avocats, nous allons défendre la Haute-Lézy. Nous avons contacté le ministère public et il nous a communiqué le dossier hier. C'est au cours de l'audience qu'on va voir si c'est compliqué l'affaire. Le sort des deux accusés va être tranché par les 12 membres du jury, désignés le même jour. Accepté. 5 femmes et 7 hommes. Juste avant l'audience, les avocats parlent pour la première fois à leur client. 10 minutes, pas plus, pour entendre sa version. Ils ont tué, mais je sais pas qui a fait ça, moi. Et c'est moi qu'on accuse. Tu es certain d'avoir tout dit? Je sais que je vais être condamné. Non, non, ne dis pas ça. Dis-nous, tu l'as tué ou non? Tué, monsieur. Aucune réponse, aucune stratégie possible avant l'entrée du tribunal. Et déjà le premier coup de théâtre, dès les formalités d'identification des accusés. L'un des deux n'est pas la bonne personne. Un certain Fritzner avec un L devait comparaître. Mais dans le box, c'est Fritzner avec un R. Jean Fritzner. Jean Fritzner. Cher maître, dans le cas de Fritzner Jean, je ne vois pas d'accusation ni d'ordonnance dans cette affaire. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Étonnement de la défense, perplexité des procureurs. Cet homme, visiblement, n'a rien à voir avec cette affaire. Le tribunal constate la détention illégale et arbitraire du nommé Fritzner Jean. Ordonne, séance tenante, sa libération immédiate. Libéré en 2 minutes, jamais il ne l'aurait imaginé. Mais la joie est de courte durée. Le procureur fait appel. Fritzner doit retourner en prison pour voir s'il n'est pas retenu pour autre cause. Alors, vous ne voulez plus le libérer? Il doit être renvoyé devant un autre tribunal criminel pour être jugé conformément à la loi. Eh bien, arrêtez-le vous-même! Deuxième coup de théâtre d'un procès qui tourne à la farce. Le ministère public n'a même pas respecté le tribunal. Ébahis, les accusés découvrent un tribunal où règne la loi de la jungle. La loi de celui qui crie le plus fort. Nous sommes très sages magistrats. Au tribunal, c'est vous qui êtes juge. Il n'y a pas de droit ici, il n'y a pas de droit. Le président du tribunal criminel demande à accepter les agents qui accompagnent les accusés à tous les porteurs d'armes de laisser la salle. Pour Fritzner, retour casse-prison pour une nouvelle détention provisoire. Ce n'est pas cette saison qu'il sera jugé. C'est courant en Haïti. C'est vraiment malheureux, mais c'est très court. Même quand on parle d'état des droits, c'est pas vrai ça. On ne respecte pas la loi et le droit des accusés. Surtout des gens qui sont dans des conditions modestes. Ce sont des gens pauvres. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas payer un avocat, ni non plus elles n'ont pas de parents qui ont des pouvoirs là qui sont proches du pouvoir pour essayer de négocier leur libération. Nous combien que tu fait piège? Le procès du seul accusé restant va être expédié en quelques heures. Aucun témoin appelé à la barre. Aucune partie civile non plus. C'est un face-à-face avec le juge. Qui a tendu ce piège? C'est pas moi. Qui est-ce? Qui est venu le soir tendre le piège? Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Veuillez noter, l'accusé garde le silence, il ne veut pas répondre. Dis-moi, combien vous étiez pour tuer Rodrigue? Si vous ne répondez pas, ça ne va pas vous aider. Vous étiez combien?
Tu vois dans quelle situation tu es? Tu vois, ça fait 2 ans que tu es en prison et tu ne veux pas révéler ceux qui étaient avec toi. Tu continues à les cacher? Comment Rodrigue a-t-il pu se retrouver nu et ligoté? Comment vous avez fait ça? La loi du silence, toujours à Port-au-Prince, même pour les crimes les plus barbares. Le tribunal prend une suspension d'audience en attendant l'arrivée des jurys. C'est l'heure des délibérations. 10 minutes ont suffi au jury pour statuer. L'accusé Harold Désir est-il coupable d'avoir donné la mort à Rodrigue ainsi connu? La réponse est... Oui, à la majorité absolue. Harold, le jury a statué. Le tribunal conclut que vous avez tué Rodrigue. Nous avons décidé de vous condamner à 8 ans de travaux forcés en prison. Condamné à 8 ans de travaux forcés, il a attendu 2 ans un procès tenu en 4h30. Personne ne fait appel, à l'image de l'état de droit défaillant en Haïti. Après le séisme, sur quelle base Port-au-Prince peut-elle sortir de l'abîme et redevenir celle qui était surnommée la perle des Antilles? En 2016, la mission de maintien de la paix de l'ONU s'achèvera. Face aux violences, la police haïtienne se retrouvera cette fois seule aux commandes.